Les représailles sont à la mesure du choc. En janvier 1957, la loi martiale est proclamée. Les parachutistes reçoivent l'ordre de nettoyer la ville arabe, la Casbah. Les chefs du FLN tombent les uns après les autres, au prix du sang, car les paras n'hésitent pas. Ils torturent. Si l'armée française ne répugnait aucune méthode, c'est qu'elle se sait couverte par le pouvoir politique. Car les résultats sont là. Le nombre d'attentats a diminué et le FLN est décapité. Plusieurs de ses membres sont arrêtés, dont Zora Drif, la poseuse de bombes du Milk Bar. Le général de Gaulle multiplie les initiatives pour amener le FLN à négocier. Des prisonniers sont libérés et un vaste plan de développement est annoncé, tout en maintenant la pression militaire. Bien des Algériens croient en lui, à commencer par les harkis, qui combattent dans les rangs de l'armée française. Le 23 octobre 1958, De Gaulle franchit un pas historique. Il appelle le FLN à une paix des braves. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant, que ceux qui ont ouvert le feu le cessent, et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. Mais en Algérie, la guerre sans nom se prolonge. Elle s'apprête même à entrer dans sa phase la plus violente. S'ouvre alors le dernier acte de la tragédie. De Gaulle s'est soumis en Afrique, au verdict de l'histoire. Lucide, il sait que les jours de l'Algérie française sont comptés. Le 4 novembre 1960, il parle. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. Le cordon colonial, qui depuis 130 ans relie la France et l'Algérie, est rompu. Pour les Français d'Algérie, l'inquiétude domine. De Gaulle croyait avoir la situation en main. Elle lui échappe. La France vit au rythme des attentats conjugués de l'OAS et du FLN. La guerre gangrène toute la société. En métropole, les forces de l'ordre commencent à se faire justice elles-mêmes. Le 17 octobre 1961, à Paris, la police de Maurice Papon réprime dans le sang une manifestation pacifique du FLN. Lors de cette nuit noire, des dizaines d'Algériens sont tués et leurs cadavres sont jetés dans la Seine. Il faut endiguer cette spirale de violence et de racisme. Le pouvoir gaulliste et le FLN négocient les bases de l'indépendance algérienne. Cette table de conférence, aujourd'hui désertée, a vu 12 journées de discussions si minutieuses et si serrées qu'elles semblaient ne devoir jamais finir. Pendant 12 jours à Évian, les mêmes scènes, les mêmes gestes se sont reproduits avec l'automatisme d'un rituel. Jusqu'à cet après-midi du 18 mars 1962, où la délégation française présidée par M. Louis Jox put dire « mission accomplie ». Les accords d'Évian permettent à la France de rester dans le Sahara pendant 5 ans. Elle pourra exploiter le pétrole algérien et se livrer à ses expérimentations balistiques et nucléaires. En contrepartie, les revendications du FLN sont acceptées et les Algériens obtiennent une aide économique et financière. Mais du long accord de 93 pages, les Français ne retiennent qu'une phrase. Un cessez-le-feu est conclu. Les violences franchissent pourtant un nouveau cap. Pour torpiller les accords, l'OAS multiplie les attentats. Une dérive terroriste que le pouvoir gaulliste n'entend pas tolérer. Le 26 mars 1962, une fusillade éclate à Alger. L'armée tire sur les partisans de l'Algérie française.
Ces affrontements entre Français provoquent la mort de 80 personnes. Pour les Européens d'Algérie, la blessure est profonde. Ils comprennent qu'ils n'ont plus leur place dans l'Algérie nouvelle. À la veille de l'été 1962, de 8 à 10 000 pieds noirs quittent chaque jour la terre qui les a vus naître, emportant activement avec eux ce qu'ils ont de plus précieux. Le 5 juillet 1962, après 132 années de présence française et 8 années d'une guerre qui s'est soldée par 300 à 500 000 morts, l'Algérie hisse son drapeau. Ni la France, ni l'Algérie ne sortent indemnes du conflit. Des deux côtés de la Méditerranée, deux peuples, deux nations conserveront longtemps les cicatrices de cette guerre sans nom. Avec la perte de l'Algérie, les Français pensent avoir tourné la page de leur passé colonial. Il n'en est rien. De Gaulle est certain que l'avenir de la France repose sur le concours étroit de ses anciennes possessions africaines et dans la conservation de ce qui lui reste de l'Empire. Outre leur intérêt stratégique, ces territoires regorgent de matières premières. Leur indépendance ne doit en rien menacer l'indépendance énergétique du pays. Le président annonce sans détour à la télévision. C'est un fait que la décolonisation est notre intérêt. Tous les pays sous-développés, à commencer par ceux qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés, demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine, s'il n'y a pas coopération et si ce que nous apportons ne comporte aucune contrepartie? Paris n'entend pas obtenir ces contreparties par de simples accords scellés entre États égaux. L'Afrique francophone doit devenir le précaré de la France. La guerre froide permet bien des arrangements. Pour éviter la propagation du communisme, l'OTAN charge la France de devenir le gendarme de l'Afrique.